Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Tico est un véritable passionné des animaux rares et sauvages depuis l'enfance et a une grande fascination pour la jungle. C'est donc au début de la vingtaine qu'il part au Costa Rica, ce pays de toutes les promesses pour lui. Son premier voyage s'apparente à une mission d'exploration de 5 mois où il part à la rencontre de professionnels de la conservation de l'environnement et où il fait de premières tentatives pour photographier des animaux. De retour en France, il décide alors de créer un grand projet artistique autour de la biodiversité et décide de photographier les derniers jaguars de la péninsule d'Ossa. Avec un projet comme celui-ci, la question ne se pose même pas. Il part s'installer au Costa Rica dès qu'il obtient les premiers financements pour ce projet. Pour pouvoir vivre de sa passion au Costa Rica, il devient guide de nuit dans la jungle et après 988 jours, il obtiendra enfin son premier cliché de jaguar. Dans cet échange, Tico nous explique son projet artistique mais aussi scientifique et social. Il nous emmène avec lui au cœur de la jungle à la découverte de ses studios photographiques sauvages. Je laisse maintenant Tico vous raconter ce projet complètement fou et son envie de sensibiliser le public le plus large à la protection de l'environnement et à la biodiversité. Bonne écoute! Salut Tico! Salut! Bienvenue dans le podcast. Merci. J'ai commencé par te demander de te présenter, du coup, pour les personnes qui nous écoutent. Ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens et ton parcours d'études pro, rapidement. Ok, bah écoute, je m'appelle Tico. C'est un prénom un peu spécial, mais je suis d'origine arménienne, donc on va dire que c'est la raison. En fait, c'est très spécial au Costa Rica parce que donc du coup j'habite au Costa Rica, mais j'en parlerai un peu plus loin. C'est spécial puisque les habitants du Costa Rica s'appellent les Ticos. Donc voilà, il y a beaucoup de gens ici qui pensent qu'en fait du coup je m'appelle Tico parce que je me suis donné un surnom pour paraître local, mais c'est pas du tout le cas. Je m'appelle vraiment Tico. Donc j'ai 29 ans. Je suis photographe et du coup je suis venu m'installer au Costa Rica pour suivre les derniers jaguars de la péninsule d'Ossa et essayer de les photographier. Et moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton background voyage. Quand est-ce qu'est née la passion du voyage pour toi? Est-ce que tu as découvert le voyage plutôt dans ton enfance, donc avec des voyages familiaux par exemple, ou plutôt sur le tard? J'ai voyagé, on va dire, relativement proche de la France. Moi je suis originaire de la région parisienne. Donc relativement proche de la France pendant toute mon enfance, donc c'est-à-dire Europe, voilà, tout ce qui est Grèce, Espagne, Angleterre, voilà, tous ces endroits, on va dire pas très loin. J'ai jamais eu l'opportunité de me déconnecter vraiment des environnements similaires à ceux qu'on a en France. Donc tu vois, moi j'ai toujours rêvé d'aller dans les tropiques, dans des milieux sauvages vraiment très 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 reculés de ce qu'on peut rencontrer en Europe, très éloignés plutôt. Et du coup j'ai pas eu cette chance-là en étant enfant. J'ai décidé de passer le pas en fait juste après mes 20 ans. Donc je suis venu au Costa Rica la première fois à l'âge de 21 ans. Donc je suis resté 5 mois ici, c'était en 2012. Et c'est un rêve d'enfant en fait le Costa Rica. J'ai toujours rêvé de jungle, d'animaux. Et tu sais d'où ça vient du coup, cette envie de jungle? Alors l'envie de jungle, c'est parce que j'ai toujours été un passionné d'animaux. Donc même en Europe, chercher les animaux partout où j'allais, j'essayais de trouver les espèces les plus rares et si possible de les photographier. Mais le Costa Rica, c'est une histoire beaucoup plus improbable et beaucoup plus stupide, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où en fait j'ai un ami qui s'appelle Arthur. Et quand on était petit, quand je dis petit, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 10 ans, je lui parlais de jungle et il me disait mais faut que tu ailles au Costa Rica. Lui, il était allé avec sa famille.
Et moi, je me disais, mais non, c'est de la merde. Je savais même pas ce que c'était que le Costa Rica, mais je me disais, ouais, que c'était forcément quelque chose de, tu vois, je sais pas, Costa Rica, ça me faisait penser à un pays où il fait sec, où il fait chaud. Moi, je me dis, non, je vais aller dans les tropiques. Et il me dit, non, mais c'est tropical. Et en fait, il m'a montré des photos qu'il avait fait quand il était du coup, enfin, donc du coup, sa famille avait fait lors de leur premier voyage. Et en fait, bah, ça m'a complètement marqué. Je me suis dit, ok, c'est là où il faut que j'aille. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cette idée de Costa Rica quelque part dans ma tête, dans un coin de ma tête. D'accord, ouais. Alors, c'est pas juste ça qui a fait que je suis venu au Costa Rica. En fait, si tu veux, par la suite, j'ai eu envie de photographier des jaguars. Je me suis rendu compte que le Costa Rica euh, était un pays dans lequel on rencontrait des jaguars, et je me suis dit que voilà, là, si ça c'était pas le signe qu'il fallait que j'aille au Costa Rica, ben voilà. Donc en fait, j'ai pris du coup la décision de venir au Costa Rica pour photographier les jaguars. Bon, c'est un projet qui est très complexe. On va en parler de toute façon bien plus en détail. Exactement. Mais alors du coup, pourquoi le jaguar en particulier? Mais je me suis posé la question de savoir quel était l'animal que je trouvais le plus esthétiquement intéressant sur Terre. Donc sans limite. Quand je dis sans limite, c'est-à-dire sans limite de taille, sans limite de distribution. C'est-à-dire que peu importe qu'ils vivent en Russie, qu'ils vivent dans un coin extrêmement reculé de l'Afrique ou n'importe où, je voulais vraiment savoir quel était celui qui me plaisait le plus esthétiquement pour arriver à le photographier. Et j'en suis arrivé à la conclusion que bah, le jaguar était l'animal que je préférais, et particulièrement ceux d'Amérique centrale. Ils ont une morphologie un peu différente de ceux d'Amérique du Sud. Ce qui fait que du coup, écoute, Amérique centrale, Costa Rica, c'est là où je me suis dit, écoute, on y va, c'est parti. Alors donc, resituons un peu le contexte. Comment est-ce que tu te dis: «Bon allez, bah, je quitte tout, je pars au Costa Rica, réaliser mon rêve, quoi»? Bah, je me suis pas posé la question trop longtemps. En fait, en réalité, si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avant. Pourquoi est-ce que j'ai attendu 21 ans? Il y a pas d'avoir 21 ans, il y a pas une raison, il y a pas une raison spéciale. En réalité, c'est juste que bah, j'avais travaillé pendant un an, donc j'avais mis de côté. Je m'étais dit que, écoute, là, je fais mon premier voyage. Donc c'était, enfin, premier gros voyage au Costa Rica. Donc c'est un voyage qui a duré 5 mois, que j'ai pas du tout vu comme des vacances, hein. C'était pas non plus le début du projet en soi. C'était vraiment un voyage de repérage. Donc je suis venu 5 mois ici. Je parlais pas espagnol, je parlais pas anglais, je parlais que français à l'époque. Du coup, j'avais un ami en France qui s'appelle Vincent qui m'avait donné le contact d'un guide qu'il avait eu ici. Donc, je suis venu vivre chez ce guide qui vivait dans une cabane au milieu de la jungle, donc sans eau, sans électricité, sans fenêtre. Donc, tout Une en bois. première pour toi? Ouais, bah ouais, clairement. En plus, en plein milieu de la jungle et dans un pays où je comprends pas la langue, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'étais super chaud. J'étais, alors là, pour le coup, hyper. Même pas peur? Non, pas du tout. Bah, c'était juste la barrière de la langue qui était un peu Ouais. compliqué, mais si tu veux, voilà, au bout de 3 mois, je parlais espagnol, j'ai suivi, en fait, j'ai compris que je parlais espagnol, on est parti avec un autre ami, du coup, que j'ai rencontré ici, suivre une conférence sur la biologie, puis à la fin de la conférence, je me suis dit, merde, j'ai tout compris alors que c'était en espagnol, et c'est là que j'ai compris que, bah, du coup, je commençais à bien me débrouiller en espagnol. Donc voilà, et en fait, si tu veux, ce premier voyage, il a duré 5 mois. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, pendant, ces 5 mois alors? Ah, bah alors là, ça a été 5 mois pendant lesquels je me suis pas embêté. En gros, si tu veux, j'ai fait énormément de contacts dans l'univers de la conservation, de l'environnement évidemment. Et j'ai fait beaucoup de contacts aussi dans le monde des jaguars. Et puis j'ai passé le plus clair de mon temps à explorer, à connaître, à découvrir, à chercher les animaux, la nuit, le jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, Chasser les animaux bien sûr, ouais, à photographier, hein? On ouais, est d'accord. exactement, exactement. Hors de question de tuer quoi que ce soit. Et donc, si tu veux, ici, la biodiversité est le plus active de nuit que de jour. Donc, du coup, bah, toutes les nuits, avec ma lampe, à chercher des serpents, enfin, tout ce que je peux y trouver, quoi. Donc, voilà, j'ai passé mon premier voyage à expérimenter la jungle sous toutes les coutures. OK, donc après tu retournes en France? Après, du coup, je retourne en France, évidemment. Donc, il y a l'aspect, donc, évidemment, découverte, etc. Mais il y avait aussi l'aspect Oui, premier voyage pour prendre, repérage? exactement, pour prendre toutes les Ouais. informations dont j'avais besoin. Donc, je retourne en France et je mets un an à monter le projet et à le faire financer. Donc, je reçois le soutien de la Fondation de la Vocation et de la Fondation de France. Donc, soutien qui me permet, du coup, de mettre en place comment on pourrait dire ça? L'aspect logistique et l'aspect technique, l'aspect matériel. Alors, quel est le projet exactement, pour les personnes qui nous écoutent? Le projet, donc pour faire un résumé, c'est photographier les derniers jaguars de la péninsule d'Ossa. Donc la péninsule d'Ossa, c'est la région où j'habite, qui est l'endroit catalogué comme le plus intense en biodiversité sur Terre. C'est ce qu'on entend OK. souvent. C'est le National Geographic qui a dit ça, et donc du coup, c'est souvent repris. On est dans un endroit où la biodiversité est complètement unique.
j'ai toujours été convaincu que c'était l'endroit du Costa Rica où je voulais aller et que donc, par définition, ça allait pas être si compliqué que ça de photographier des jaguars. Donc ça, c'était ma première réflexion avant mon premier voyage en 2012. Ouais, d'accord. C'est ce qui m'a fait comprendre, si tu veux, très vite qu'il fallait revenir pour faire quelque chose de sérieux et de profond sur les jaguars, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la situation n'était pas du tout celle que je croyais pour les jaguars. Au lieu d'en avoir plein, surtout au lieu d'être un endroit où en gros ils étaient protégés et où tout allait bien, en fait, je me suis rendu compte que ici, malheureusement, la situation est critique. Donc déjà au Costa Rica, en Amérique centrale de manière générale, au Costa Rica encore plus, et sur la péninsule d'Ossa, si tu veux, c'était un peu la politique de l'autruche, quoi. Tout le monde fait comme si tout allait bien, alors que tout va mal. Très peu d'individus, pas de photos. Donc, tu vois, j'ai aussi eu à me motiver particulièrement parce que ma personne n'avait jamais réussi à faire de photos de jaguars dans cette région-là du monde. Euh, Ah oui, il y a d'accord. beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça allait être compliqué, pour pas dire impossible. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, alors pas avec la même approche que celle que j'ai, mais par contre, voilà, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, notamment la BBC, National Geographic et d'autres Ah photographes ouais. indépendants. Mmh. Donc, si tu veux, il y avait un gros challenge à ce niveau-là. Et je me suis dit, écoute, moi, je m'en fous, je tente et je suis sûr que j'y arriverai. Donc, pour en revenir à cette histoire de préparation du matériel, en fait, Oui. photographier les jaguars, c'est très compliqué. Tu peux pas venir avec ton appareil photo et te dire que tu vas faire une photo à la main. Non pas parce que c'est impossible ou parce qu'il est trop dangereux, mais tout simplement parce que les probabilités d'en croiser un sont extrêmement faibles. Donc du coup, j'ai dû concevoir en fait un matériel autonome avec des détecteurs de mouvement, donc ce que j'appelle des studios photographiques autonomes, qui sont construits spécialement pour le projet, donc conçus sur mesure. Donc là, j'en suis à la troisième version de mes studios photographiques Et autonomes. tout ça, c'est grâce au financement que tu as demandé dans la création de ton projet? Exactement. Alors les financements ont permis on va dire, de concevoir les premiers studios, donc c'est-à-dire la première vague de studios, donc j'en avais trois à l'époque. Évidemment, en fait, je dis la première vague parce que du coup, j'ai amélioré le système. Et là, j'en suis Ouais, ouais, ouais. à la troisième. Et du coup, pour, les créer, tu fais appel à d'autres corps de métier? Alors ouais, alors, la première version, je l'ai créée moi-même avec des amis. En fait, si tu veux, Ah ouais. un ami qui avait déjà fait quelque chose de similaire, donc je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'il avait fait lui, et en améliorant évidemment des aspects pour mon projet, pour mes besoins. Par contre, du coup, une fois qu'on est passé à la deuxième étape, donc c'est-à-dire qu'on a dû revoir certains points après s'être rendu compte que les premiers avaient un peu foiré, on a fait appel à des personnes du coup qui étaient spécialisées dans différentes dans différentes je sais pas comment on pourrait appeler ça catégories de métiers, à savoir un électricien donc qui s'est chargé de toute la partie électrique parce que c'est assez compliqué électriquement parlant. On a aussi été aidé par un super atelier en France à côté de Paris, qui du coup s'appelle l'atelier des spectacles et qui fabrique beaucoup de choses sur mesure pour les spectacles et qui nous ont imprimé en 3D donc toute une partie de la boîte dans laquelle vient se mettre l'appareil photo, si tu veux. Donc en gros, on a vraiment quelque chose de très très précis puisque du coup, c'est imprimé en 3D, ce qui permet d'avoir un caisson complètement étanche et résistant, jungle proof quoi, si tu veux, ce qui est pas évident, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ben ouais. Mmh. Donc voilà, en fait, dans le caisson, tu mets ton boîtier photo, qui est relié donc maintenant sans fil à tout un groupe de flash et qui est relié aussi au détecteur de mouvement. Donc voilà, ça c'est aussi, alors il y a un nom qui est assez connu dans le milieu, c'est caméra trap, si tu veux, c'est les pièges photo. Mais là, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment à faire un piège photo là, si tu veux, c'est vraiment un système professionnel de très haute qualité. Les pièges photos, c'est plutôt des systèmes qui sont utilisés par les chasseurs ou les naturalistes, histoire de savoir ce qui fréquente une zone, tu vois, en termes d'animaux, quelles espèces fréquentent la zone, savoir s'ils peuvent avoir tu vois, la chance de croiser telle ou telle espèce dans tel ou tel secteur. Ah ouais. Mmh. Donc voilà, mais c'est vraiment, si tu veux, les pièges photos, c'est voilà, c'est un système de suivi de faune rudimentaire qui peut pas être comparé en termes de qualité avec le studio photographique dont je te parle, mais qui par contre fonctionne sur les mêmes principes, c'est-à-dire détecteur de mouvement et voilà, caméra, enfin appareil photo dès qu'il y a du passage, quoi. Donc en gros, c'est la même logique, mais poussée sur un aspect extrêmement qualitatif. OK, mais non. Toi, du coup, tu as dit que tu avais cherché des financements donc pour ce projet.
qu'est-ce que tu organises pour toi, sur place concrètement après, avant ton installation et ton installation, concrète au Costa Rica? Donc voilà, ça c'était vraiment pour parler de l'aspect purement technique. Ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, j'ai pris 1 an à monter et à faire financer le projet, comme je t'en parlais. Ensuite, il y a eu un retour au Costa Rica en 2014. Donc du coup, première expérience avec le matériel sur place. Donc évidemment, comme je te l'ai fait comprendre, c'est très compliqué d'arriver à photographier des jaguars. Ça prend énormément de temps, mais vraiment énormément. On parle pas en semaines, on parle même pas en mois, on peut même parler en années. Donc évidemment, la question d'une installation au Costa Rica se posait pas. En fait, elle était évidente, elle était obligatoire. Donc j'ai dû prendre la décision avant de venir, du coup, que j'allais vivre au Costa Rica pour de vrai. Et ouais. C'était la seule Mmh. façon de réaliser ce projet, c'était de venir vivre ici. Et du coup, il y a la question économique qui se pose encore. Hein, tu vois, nous qui parlions de financement, évidemment, les financements, ils m'ont servi au début pour tout lancer, tout mettre en place et avoir des prototypes des premiers studios. Sauf que il faut continuer de générer de quoi vivre sur place, surtout que c'est un projet qui, du coup, n'est pas prévisible. On peut pas savoir ce qui va arriver, quand ça va arriver. Puis combien de temps ça va mettre? Exactement. Donc, je pouvais au début, Ouais. j'avais aucune idée de si j'allais réussir en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu veux, c'est impossible d'avoir une idée claire en termes de temps. Et donc, j'ai commencé à faire des tours pour commencer à générer de l'argent. Donc, en tant que guide, j'emmenais des gens avec moi dans la jungle. Donc, je parle au passé parce qu'en fait, j'ai changé évidemment la façon dont j'organise les tours. Je le fais encore, mais d'une manière plus facile pour moi, dans le sens où avant, ça prenait énormément de temps. Donc en gros, tu crées une entreprise, que tu crées sur place de guide? Exactement. Alors au début, c'est un truc que je fais en tant que moi. Il y a pas de structure officielle qui englobe ce que je fais, enfin de structure légale plutôt. C'est Mmh. vraiment les gens qui me contactent, je les emmène dans la jungle, on part, et donc si tu veux, c'était vraiment des tours qui duraient longtemps. Longtemps, c'est-à-dire on partait très très tôt le matin, on faisait un gros tour de jour sur toute la journée, on enchaînait avec un tour de nuit, puis le lendemain, il y avait, je me rappelle, on faisait des tours de bateau, ensuite on enchaînait avec des tours de kayak dans la mangrove, enfin si tu veux, c'était vraiment Ah ouais, dis donc. un gros combo, comme on peut dire. Mais le problème, c'est que du coup, ça me prenait tout mon temps et toute mon Eh énergie. beh, ouais, tu avais plus le temps après pour le projet, initial, quoi. Exactement, je me suis retrouvé face à un truc où je me suis dit merde, certes, je génère de quoi vivre, mais par contre, du coup, j'ai plus le temps de me concentrer sur le projet. Et donc, c'est là que je décide de monter une boîte spécialisée dans les tours de nuit et où donc, du coup, je ne serai plus le seul guide. Et donc, ça me libère du temps, en fait. Ça me permet de me libérer du temps en continuant à générer de quoi vivre, même si évidemment moins, puisque du coup, c'est pas moi qui fais tous les tours, etc. Mais au moins, j'arrive à avoir du temps et pas tant de problèmes de sous que ça. Sauf que le projet commence à coûter vraiment cher. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de soucis dans la jungle. Si tu veux, quand tu as un studio qui vaut le prix d'une voiture qui est installée en forêt, malheureusement, il faut partir du principe que il va y avoir des problèmes à chaque fois que tu vas le checker, c'est-à-dire à chaque fois, chaque semaine, chaque mois, il y a des problèmes. Alors les problèmes, ça peut être des problèmes d'humidité qui viennent flinguer le capteur, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être une branche qui tombe sur le studio et qui casse le caisson et qui endommage l'objectif, ça peut être un nid de fourmis qui a décidé de s'installer dans les détecteurs de mouvement et qui fait foirer l'électronique, ça peut être qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai eu des tas de trucs. Moi, j'ai eu des trucs, mais un jour, des chevaux qui sont sortis de nulle part, alors qu'on est dans la jungle, qui ont décidé de se prendre les pieds dans le truc, Oh là là! défoncer le studio. Qu'est-ce que j'ai eu? Mais non, j'ai eu des trucs dingues, des tapirs qui mettent des coups de patte. Les tapirs, c'est des gros animaux. C'est le plus Ouais. gros mammifère du Costa Rica qui mettent des gros coups de patte dedans. Enfin, bref. Et alors du coup, comment est-ce que tu fais pour vérifier ça? Il y a une alarme ou quelque Non, chose non, non, pas ou du tout. Moi, je vais une fois par semaine checker tu mes. dois aller vérifier une fois par semaine? Exactement. Donc c'est une fois par semaine, c'est des expéditions qui sont alors ça dépend l'emplacement du studio, mais s'il est bien profond dans la jungle, c'est des expéditions qui sont quand même assez dures physiquement, mais ça me plaît. Mais par contre, du coup, ouais, voilà, quand tu arrives et que tu te dis attends, je vais regarder ce qui s'est passé pendant la semaine où j'étais pas là, et tu te rends compte que tu as zéro photo parce qu'il y a eu un problème. Ah ouais, du coup, tu te dis que tu as perdu une semaine, Là, quoi. tu as perdu une semaine et encore quand c'est une semaine, tu as de la chance, hein, tu vois, genre des fois enfin, ça m'est arrivé de perdre semaine sur semaine en fait des données pour des raisons différentes qui auraient pas pu être prévisibles, pas pu être envisagées à l'avance. Donc si tu veux, il y a un gros coût à ce niveau-là parce que c'est toujours en train d'entretenir, de réparer, de remplacer. Puis là, je te parle juste de l'aspect purement technique. Maintenant, il faut voir aussi, il faut un véhicule. Donc du coup, moi ici, je me déplace avec un quad. Un quad, c'est très cher. Donc faut entretenir le quad. Faut faire, enfin, il y a aussi beaucoup de problèmes qui arrivent avec les véhicules quand tu les utilises en tout terrain. Donc du coup, il y a un énorme budget là-dessus aussi. Enfin, voilà, les dépenses ici, elles sont non-stop et dans tous les sens
Ah ouais. Donc du coup, il Mmh. faut avoir beaucoup de rentrées d'argent. C'est aussi pour ça que, en plus des tours, du coup, j'ai lancé une marque. Donc, on vend principalement des t-shirts avec les animaux les plus iconiques du Costa Rica. Donc du coup, c'est une marque qui permet de générer de quoi faire fonctionner le projet. On est distribué et vendu dans tous les endroits touristiques du Costa Rica. Ah ouais, Et, d'accord. on a à peu près une trentaine de points de vente au Costa Rica. Alors là, évidemment, avec la crise, on a tout arrêté, enfin tout est mis en pause. Ouais, bien sûr, bah oui et puis même toi au niveau financement, Ah bah là, c'est tu compliqué. as beaucoup moins de tours de nuit, Ah bah, j'imagine? j'ai plus rien. Donc là, c'est simple, ça fait Ah, depuis le début, donc je sais même plus si c'est février ou mars. puis c'était mars, ouais, Ouais, mars que début mars. il y a plus. J'ai eu un tour il y a un mois, je sais pas d'où Ah m'ont venu purée. les gens, mais c'est il y a plus rien, plus rien, plus rien. Donc j'avais des petites économies de côté qui m'ont permis de tenir jusqu'ici, mais là je commence à me poser sérieusement la question de comment ça va continuer, Ah qu'est-ce ouais. qui va se passer. Donc voilà, alors je suis en train aussi en parallèle de travailler du coup sur tout l'aspect artistique du projet, c'est-à-dire du coup la vente de mes images. Parce que tu fais d'autres photos? C'est un projet sur lequel on a trois aspects, donc l'aspect scientifique, l'aspect artistique et l'aspect social. Alors évidemment, tout a commencé par l'aspect artistique, donc c'est-à-dire produire, on va faire un résumé, les plus belles images du plus bel animal au plus beau moment, dans la plus belle des positions, dans le plus bel endroit. Voilà, dans la Ah ouais, plus belle qualité. Et rien que ça. voilà, à chaque fois, ouais, c'est bien le problème, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et donc, du coup, si tu veux, évidemment, la question de la vente de mon travail photographique se pose. Et j'ai pas souhaité jusqu'à présent commencer à vendre. Donc, quand je dis jusqu'à présent, en fait, c'était jusqu'au début de cette année. Parce que j'attendais d'avoir l'image parfaite, enfin, en tout cas, la première image parfaite Beh ouais. que j'ai enfin. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à faire pas mal d'allers-retours en France, quand même 3 ou 4 l'année dernière, pour travailler sur l'impression, l'encadrement. J'ai la chance de travailler avec Franck Bordas, qui est pour moi plus grand tireur d'Europe, et avec l'atelier Images collées, donc qui sont vraiment pareil, une équipe d'encadreurs. Enfin, c'est juste incroyable. Ils font un travail de fou qui est extrêmement qui correspond parfaitement ce dont j'ai besoin. Donc si tu veux, on travaille sur un cadre unique. Donc j'importe du bois spécialement du Costa Rica, d'une espèce de bois qui est native de la péninsule d'Ossa, qui a évidemment été coupé dans les règles de l'art. Pas de jeu de mots. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça vraiment, c'est pas du bois qui a été volé dans la forêt, c'est pas du bois Mmh, issu ouais, de la c'est déforestation contrôlé. illégale. Mmh. Tout est contrôlé, tout est approuvé par le ministère de l'Environnement costaricain. Enfin voilà, tout est vraiment bien fait. Donc du coup, on fait un cadre un peu spécial. Je peux pas en dire trop pour l'instant, mais voilà, l'idée c'était de dévoiler cette première pièce cette année, sauf que le coronavirus, du coup, a tout retardé. Et je sais pas si je serai encore en position de le faire cette année ou si je devrais attendre, ou si ça va être repoussé à l'année prochaine. J'arrive pas à Ah ouais. savoir, j'arrive pas à être sûr. Ce qui est sûr, c'est que si c'est l'année prochaine, ce sera en début d'année. Là, j'hésitais encore à venir en octobre ou novembre. Donc oui, c'est très bientôt, je sais, mais bon, avec toutes les restrictions qu'il y a, que ce soit côté costaricain ou côté France, là, c'est un peu compliqué. C'est pour venir en France et rester bloqué, ça sert à rien. Donc voilà, tout ça pour finir avec l'aspect, on va dire, photographique, c'est quelque chose qui pourrait aussi me générer de quoi continuer le projet, sauf que tant que la pièce n'est pas dévoilée, c'est pas possible. Donc il y a qu'une seule, photo? Alors j'en ai plus évidemment, mais je les dévoile une par une. C'est chacune représente un chapitre de l'histoire que je raconte. Voilà, ça s'appelle l'avenue Jaguar. C'est une longue histoire qui se cache derrière cette photo. Elle est tirée en 2 mètres, limitée à 7 exemplaires. Voilà, c'est quelque chose qui va être visible à Paris, donc pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je suis impatient. Moi, j'ai évidemment pas encore vu la pièce finie puisqu'elle n'est pas finie, mais je suis impatient. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, en gros, moi je suis revenu au Costa Rica en 2014, première fois 2012, monté le projet en 2013 en France, et Ouais, retour au Costa Rica 2014, je refais un petit topo. J'ai ma première photo de Jaguar en novembre 2014, donc là c'est là où ça commence vraiment pour moi. c'est génial. Ah ouais, franchement incroyable, surtout que encore une Donc fois. c'est-à-dire que là, tu pars en expédition dans la jungle regarder, si tout va bien dans ton studio et là, tu te rends compte que tu as une photo de jaguar, c'est Ouais, ça? ouais, en fait, c'est encore, ouais, c'est encore plus incroyable que ça, si tu veux. J'installe mon studio. Donc, à l'époque, je travaillais avec des scientifiques. À l'époque, c'est pas moi qui me chargeais de toute la partie scientifique. Maintenant, D'accord, c'est moi, mais ça, je reviendrai dessus juste après. Euh, ouais. mais à l'époque, je travaillais avec des scientifiques. Mais si tu veux, il y en a un qui m'appelle. On était en contact permanent. Donc, il y a une station qui est basée en plein milieu de la jungle. Et moi, j'étais basé, donc, du coup, un autre spot. Je faisais les allers-retours.
Donc j'avais installé mon studio, ouais, mon studio à l'époque, dans un endroit où bah, ils m'avaient tous recommandé de le faire. Donc si tu veux, le truc c'est que eux, ils ont une vision scientifique qui est pas forcément bah, du coup la mienne, puisque ils voient pas l'importance d'avoir un cadre qui est visuellement intéressant. Ils veulent juste, tu vois, ils te recommandent un spot où ils pensent que le Jaguar va passer. Et voilà, si le spot il est pas beau esthétiquement, moi ça m'intéresse pas. Tu vois, donc c'est un peu compliqué de leur faire comprendre ça. Bah ouais, toi, il y a l'aspect quand même artistique, Ah quoi. bah il est plus important que, si tu veux, pour moi, Voilà. après, ça me sert à rien d'avoir une photo de Jaguar. Certes, le Jaguar est magnifique, mais si le cadre ne prête pas, C'est ça. c'est pas intéressant. Et donc du coup, bah, j'ai quand même installé le studio histoire qu'ils voient que bah, je les écoute un minimum au spot bah, qu'ils m'avaient conseillé, sauf qu'il y a rien. Enfin, j'ai eu d'autres animaux, évidemment, Oslo, Puma. Enfin, j'ai eu plein d'animaux, mais j'ai pas eu de Jaguar. Donc j'ai pris une décision un peu folle, c'est-à-dire de déplacer le studio à un endroit, enfin complètement. Alors là, pour le coup. Complètement isolé de celui-là, hyper loin, dans lequel il y avait absolument pas de raison qu'il y ait un Jaguar qui passe. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, bah écoute, au moins le cadre est intéressant esthétiquement, et même si j'ai un Puma à cet endroit-là, je serais très content. La dimension artistique dépassait la dimension scientifique, parce que pour moi c'était plus important. J'en arrive au jour J, donc voilà, il y a plusieurs mois qui passent, et il y a un Ouais. qui m'appelle et qui me dit félicitations pour ta photo de Jaguar. Donc, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi je suis chez moi, hein, il y a aucune j'ai pas de photo quoi, si tu veux, pour moi il y a pas de photo, donc il y a aucune raison Ouais. qui puisse me féliciter pour quoi que ce soit. Et donc je lui demande mais comment ça, qu'est-ce qui se passe, de quoi tu parles? Et il me dit bah écoute, je suis passé à côté de ton studio ce matin, j'ai vu des empreintes de Jaguar Ah! tout le long du passage qui est à côté. Donc j'en ai déduit que que t'avais la photo bah, dont t'as tant rêvé. Et donc je me suis dit merde, c'est trop bien. Mais j'y croyais pas. Donc j'arrivais pas à y croire. Donc en fait, je prends mon quad, je fonce, j'arrive sur place et là, mais alors un truc de ouf, je vois des empreintes de Jaguar mais partout, énormes dans tous les sens et tout. Et je me dis voilà, ça y est. Alors là, c'est bon, genre je l'ai et tout, enfin. Donc j'ouvre le studio qui était fermé par cadenas. Donc tu vois, il y a vraiment aucun moyen qu'il ait vérifié lui-même l'appareil. Ouais, Il ouais. pouvait pas savoir. Mmh. Donc du coup, j'ouvre le caisson, je check le studio, je vois qu'il a encore de la batterie. Tu vois, en fait, moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que tu vois, je mets mon pied entre les détecteurs de mouvement pour que ça déclenche. Donc, si je vois que les flashs fonctionnent, c'est que du coup, il y a de la Ah oui, batterie. d'accord. Sauf qu'en fait, là, je fais ça et je vois qu'il y a pas de déclenchement de flash, donc je me dis merde, mais je check Ah l'appareil et je vois purée. qu'il y a quand même de la batterie dans l'appareil. Donc je me dis putain, j'ai pas de batterie dans les flashs, mais j'en ai dans l'appareil. Ça commence à craindre sacrément. Donc je check les photos et je me rends compte qu'il y a un nombre aberrant de photos. On parle en centaines de photos. Normalement, bon bah voilà, tu t'absentes une semaine, t'as au mieux une vingtaine de photos. Et je commence à passer toutes les photos. Donc au début, tout va bien. Il y a des photos voilà, de jour avec des animaux qui passent, mais pas de jaguar. Puis là, en fait, on arrive sur une série de photos, de plusieurs centaines de photos dans la nuit. Donc du coup, le flash, n'ayant pas de batterie illimitée, il se vide au bout d'une cinquantaine de photos ou d'une centaine. Je comprends qu'il y a une branche qui, tu vas comprendre quand je te dis que rien n'est prévisible, il y a une branche qui est tombée, mais qui en fait n'est pas vraiment tombée, donc elle est restée en balancier devant le détecteur de mouvement. Ah purée. Et donc du coup, bah, en fait, elle a fait des déclenchements illimités, ce qui fait que ça a vidé les batteries et qu'en fait, bah, du coup, le Jaguar a décidé de passer à un moment où, à ce moment-là, si tu veux, moi dans ma tête, je me dis putain, voilà, je me suis fait niquer, j'ai pas de photo de Jaguar, pas de photo, il est passé quand il y avait plus de batterie dans les flashs, donc je suis dégoûté. Et là, improbable, genre j'arrive 10 photos avant la fin et je vois qu'il y a une photo avec un flash qui a marché, un seul, hein, mais un seul. Ah génial. Et bam, c'est la photo où il y a le Jaguar, comme par hasard, le truc Ah de ouf. purée. Genre, c'était improbable, genre enfin, c'était inconcevable, le truc trop bizarre déjà qui est de la batterie qui se soit réveillée de nulle part pour un déclenchement, parce que c'est vraiment un seul déclenchement, ceux qui suivaient n'avaient plus de batterie non plus, et que ce soit le moment où le Jaguar soit passé. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première photo de Jaguar. C'était vraiment un truc de ouf. Donc c'était pas la photo telle que je l'avais imaginée, elle était pas du coup il y avait qu'un flash. Enfin si tu veux, il était pas dans le bon sens et tout, ouais, enfin voilà, c'était incroyable. Et au final, ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, avec le temps, j'ai complètement une approche différente sur cette photo et maintenant je l'adore. Elle est hyper importante pour le projet, c'est la première. Et voilà, son imperfection bah, la rend hyper importante et intéressante à mes yeux. Du coup, il y a beaucoup. C'est une photo qui est très noire. Il y a beaucoup de noir sur la photo, bah, puisque du coup, il y a qu'un flash qui a marché, mais le flash qui a marché, il est pile poil sur le Jaguar. C'était une invitation. Voilà, le Jaguar est de dos, donc c'est une invitation à suivre le Jaguar dans la jungle. C'est comme ça que je l'ai pris. D'accord. Et donc par la suite, tu as des du coup, comme tu disais, une série de photos,
de ce que tu as pu prendre, ce que tu as réussi à capter un peu, Eh ben, durant, les autres années? alors, en fait, si tu veux, depuis, j'ai évidemment fait d'autres photos de Jaguar. Oui. Celle que je vais dévoiler à Paris n'est pas cette photo-là. Cette photo-là, elle a déjà été dévoilée. Donc celle-ci, elle s'appelle 988e jour, la première, puisque bah en fait, c'est le nombre de jours qu'il y a eu. C'est symbolique entre le premier jour où j'ai posé un pied au Costa Rica Oh là avec là, le rêve ouais. de faire une photo de Jaguar et du coup, le temps que ça m'a pris pour photographier ce Jaguar. Alors entre-temps, j'ai été à Paris, etc. Donc c'est vraiment c'est un chiffre symbolique, mais ça donne une petite idée. Donc voilà, cette image, elle est dévoilée. Elle est, je crois que je l'ai même mise sur mon Instagram, sur bon, le site. Je suis en train de le refaire, donc elle est pas visible sur le site pour l'instant, mais quand il sera de nouveau en ligne, elle sera visible. Évidemment, depuis, il y a eu d'autres photos, mais il y a eu quand même une grosse période pendant laquelle j'ai pas eu de Jaguar. C'était une période qui a duré quand même 2 ans. Ouh là, oui, d'accord. Après ça, j'ai eu tout ce que je voulais en termes de Puma, de Tapir, d'Oslo, de tout ce que tu veux, mais pas de Jaguar. Jusqu'en 2016-2017. Je me rappelle plus si c'était fin 2016 ou début 2017. Du coup, je me suis dit, écoute, là, il y a un truc qui commence à me rendre dingue. Je sais qu'il y a des Jaguars, mais j'arrive pas à les trouver. Je vais donc, du coup, revoir toute mon approche. Et donc, du coup, je décide de me forcer à penser comme un Jaguar. Donc, c'est une démarche assez spéciale et pour le coup complètement nouvelle pour moi. Mais je me dis, ok, si j'étais un Jaguar, où est-ce que j'irais et pourquoi et comment? Et donc, si tu veux, je commence à vraiment c'est une réflexion qui me prend plusieurs semaines. Hein. Essayer de me mettre dans la peau d'un Jaguar pour arriver à comprendre quel serait l'endroit dans lequel je pourrais les trouver. Et j'ai eu un peu du mal à y croire, mais voilà, je trouve un spot extrêmement reculé. En plus, c'est extrêmement inaccessible. Enfin, les topographies qui rend le truc complètement c'est de la folie quoi, c'est en haut d'une montagne, enfin bref, je te passe les détails, mais c'est complètement inaccessible et j'en arrive à la conclusion que voilà, là tous les facteurs semblent être bons pour qu'il y ait des jaguars à cet endroit-là, et sachant que les jaguars sont en voie d'extinction, donc de toute façon ils sont compliqués à trouver quoi qu'il arrive. Donc déjà de base c'est une espèce qui est rare, mais en plus qui a une nature discrète, et en plus il y en a presque pas, donc si tu veux c'est vraiment un animal qui est compliqué à trouver. Mais là je me dis, je sais pas pourquoi, je sens que cet endroit c'est le bon. Donc on parle pas du studio là, on parle vraiment de petits pièges vidéo d'ailleurs. Ouais. Je grimpe à cet endroit-là. C'est une expédition de malade. J'y vais avec un ami qui est un ex-chasseur. On grimpe en haut. Enfin, c'est une mission, une expédition de fou. On se fait poursuivre par des guêpes et tout. Enfin, laisse tomber, genre un truc de malade. J'arrive complètement HS 1 heure avant avant la tombée de la nuit. Enfin, c'est un truc de malade. Et donc j'installe le petit piège et on repart. Tu vois, retour. Enfin, si tu veux, avec des lampes et tout. Enfin, grosse mission, trop stylé d'ailleurs. Mais donc grosse mission. Et voilà, je reviens une semaine plus tard sur le spot. Et là, je reviens avec ma copine. Et du coup, je savais pas quoi, je savais pas à quoi m'attendre, quoi. Parce que j'espérais qu'il y ait des résultats, mais bon, en une semaine, parce que ça faisait 2 ans avant que j'avais rien eu, donc je me dis bon, en une semaine, il y a quand même peu de chance. Et là, je check, et là, bim, première vidéo. Donc c'est un petit piège vidéo. Oh là là! Première vidéo, ah non, vraiment là, ça a pas été, ça s'est pas fait attendre. Un jaguar qui monte. Je me dis, oh putain, genre là, ça y est. Deuxième vidéo, un jaguar qui descend. Troisième vidéo, un jaguar qui monte. Et la quatrième vidéo, la grosse dinguerie, 2 jaguars ensemble, genre qui descendent. Alors là, je me dis, putain, mais c'est un truc de fou. Genre, c'est jamais arrivé. Que ce soit dans mon projet ou dans les projets des autres scientifiques qui ont des données depuis quand même plusieurs années sur les jaguars dans la péninsule d'Ossa. Jamais personne n'avait capturé 2 individus ensemble. Donc là, je me dis, putain, jackpot, quoi. Genre, truc de ouf. Et je décide du coup d'appeler ce spot l'avenue Jaguar. Et donc du coup c'est le nom de la photo que je vais dévoiler normalement au début de cette année. Et donc du coup voilà, on va faire simple. Je décide d'installer le studio. Ça me prend encore une fois 1 an avant d'avoir l'image que je veux. Mais par contre là j'ai des images de Jaguar régulièrement. C'est un truc de ouf. Franchement, j'ai des Jaguars dans tous les sens. J'ai détecté plusieurs. C'est génial! Et ouais, non, franchement, c'est juste incroyable. Et donc voilà. Donc, alors, depuis cette photo, j'ai eu aussi d'autres photos à d'autres endroits, mais chaque chose en son temps. Et c'est pour ça que je parle de cette pièce-là, qui est donc l'avenue Jaguar, que je dévoilerai à Paris prochainement. Donc voilà, c'est un magnifique Jaguar photographié dans un écosystème qui est très rare. Il existe que 3000 hectares de cet écosystème dans tout le Costa Rica. C'est une forêt de nuages de basse altitude. Donc voilà, c'est complètement, tout est unique dans la photo. Donc si tu veux pour moi l'aboutissement, le premier vrai aboutissement artistique du projet. C'est l'avenue Jaguar. Il y a tout ce que je veux dans tout ce que j'attendais dans cette photo. Alors je dis que j'attendais, c'est très passif, alors qu'en vrai c'est tout sauf passif. Si tu veux installer un studio, c'est Bien complètement sûr, compliqué. ouais.
ça prend énormément de temps. Tu choisis ton cadre vraiment à la perfection. Il y a même des plantes à l'intérieur du cadre que j'ai moi-même planté, si tu veux, genre pour vraiment le reconstruire parfaitement. Tu vois, genre des petits palmiers que j'ai plantés là. Enfin, si tu veux, c'est vraiment c'est fait sur mesure au millimètre près. C'est 50 millions de pixels, donc si tu veux, tous les détails sont visibles, donc il faut que tout soit parfait. C'est très compliqué, mais voilà, c'est mon premier vrai aboutissement artistique, si je puis dire. Ça, c'est pour terminer avec l'aspect photographie et l'aspect artistique pour que voilà, t'aies Ouais, de comment on obtient une photo, sachant que ça c'est juste la partie c'est photo. ça. Après il y a la partie encadrement, la partie impression, la partie encadrement. Enfin bref, il y a tous les aspects de ce. Ce dont tu nous as parlé un petit peu avant, du Exactement, coup. exactement. Moi, je Mmh. ne pose pas forcément dans l'ordre, mais ouais, je pense que voilà, les gens comprendront en écoutant que c'est un projet qui est très compliqué à réaliser, que chaque photo prend un temps fou, sachant qu'avant chaque photo, il y a toute une partie repérage qui prend lui aussi un temps fou. Enfin, si tu veux, c'est voilà, c'est une mission impossible, mais que j'ai rendue possible et j'en suis très content. Alors, j'ai évidemment pas 15 000 photos de Jaguar. Hein. Le but, c'est d'arriver à en avoir quelques-unes, mais qu'elles soient vraiment parfaites d'après mes critères. C'est ça, ouais. La Mmh. perfection, elle dépend de chacun. Hein. Mais voilà, en gros, si tu veux, c'est très très compliqué d'arriver à réaliser ce genre d'image. D'ailleurs, sur Instagram, je poste beaucoup d'animaux, je poste beaucoup de photos de jaguars, mais en fait, en réalité, je poste pas mes photos. Enfin, je poste pas ces photos-là. C'est vraiment sur Instagram, c'est des photos en gros plan de jaguars ou d'animaux qui sont vraiment beaux parce qu'ils sont beaux en soi, mais c'est des photos, on va dire, plus avec une approche naturaliste, si je puis dire. Tu vois, c'est pas c'est parce que je sais que sur Instagram, les gens veulent voir des animaux, les gens veulent voir, tu vois, ce qui plaît, c'est, tu vois, c'est vraiment l'animal en soi. Donc du coup, c'est ce que je partage. Je dis ça pour si jamais il y a certains des auditeurs qui finissent sur Instagram qui croient pas que les photos de jaguars qu'ils voient sont celles dont je parle. Il y a 980e jour, on peut la voir celle-ci, mais par contre, voilà, les autres jaguars qui y sont généralement des photos qui sont faites avec les pièges ou alors des photos croppées du studio. Donc pour, pouvoir financer le projet, on a dit que tu avais lancé, des tours donc, de nuit. Ouais, Tu as aussi lancé une marque, de t-shirts exactement. et qu'est-ce que tu as fait d'autre? C'est tout ou il y avait d'autres, choses? Économiquement parlant, c'est tout pour l'instant. Alors, Ouais, j'ai d'accord. plein d'autres projets en parallèle, mais qui pour l'instant n'ont pas encore commencé à générer. J'ai aussi lancé en fait un programme de sponsors pour que des personnes ou des entités qui souhaitent parrainer un piège puissent le faire. Donc, ce que j'appelle un piège, c'est les caméras trappes. Hein. Je parle pas du studio. Enfin, s'il y a des gens qui veulent le faire pour les studios, ils sont bienvenus, mais économiquement parlant, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, ce qui est sympa, c'est que ça m'a permis d'impliquer, en fait, si tu veux, pas mal de personnes, que ce soit des personnes, des locaux, donc ici, sur la péninsule d'Ossa au Costa Rica, ou des gens partout dans le monde. Donc, j'ai pas mal d'Américains qui parrainent des pièges pour le projet. Donc, du coup, ça me permet, moi, d'avoir plus de pièges à installer dans des endroits que j'estime stratégiques pour les jaguars. Ça me permet d'avoir, du coup, ben, des yeux dans la jungle à plusieurs endroits. Chaque piège a un nom. Si tu veux, le nom il est choisi par le donateur. Et donc, du coup, bah, ça implique plein de personnes. Ça me permet d'avoir plus de résultats et d'être plus efficace dans le projet. Donc, c'est une façon, on va dire, de financer le matériel, enfin une partie du matériel, parce qu'évidemment, c'est pas tout le matériel, mais une partie du matériel dont j'ai besoin, que j'ai réussi à mettre en place et qui me plaît carrément. Parce que l'idée d'impliquer des gens dans le projet, ça me fait carrément plaisir et je sais que c'est comme ça qu'on permet, du coup, à d'autres personnes de, comment on pourrait dire ça, de se sentir utile dans la conservation d'une espèce qui malheureusement est sur le point de disparaître localement. Ouais. Donc voilà, c'est hyper important. Si tu veux, moi, le but, comme je te disais au début, il y a trois aspects hein, pour le projet. Vraiment, là, c'est l'aspect artistique, scientifique et social. Et social, c'est tout ça. Si tu veux, c'est prendre le plus de gens possible en compte pour les impliquer d'une manière ou d'une autre dans le projet. Et d'où le fait aussi que bah, j'ai commencé à communiquer vachement sur les réseaux sociaux là depuis quelques mois, chose que j'avais pas faite dans les dernières années, parce que j'étais vraiment en train d'essayer de définir bah, du coup quelle allait être la façon dont j'allais communiquer sur le projet. J'utilise vachement Instagram. J'ai même là avec mon ami César, on travaille sur une chaîne YouTube qu'on a lancée il y a quelques mois aussi. Donc ça c'est plus compliqué. Ça met plus de temps à se mettre en place parce qu'évidemment il faut tourner, il faut qu'il soit sur place, enfin voilà, il y a les montages, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on a moins de contenu que sur Instagram. Mais pour le coup, c'est du contenu qui est pas mal. C'est assez rigolo. On nous voit dans la D'accord, jungle. ouais.
c'est sympa, Mmh. si tu veux, on va dans la jungle, voilà, on voit le projet tel qu'il est sur le terrain, mais d'une manière, le but c'est de pas être chiant, quoi, c'est d'intéresser les gens, c'est de les emmener avec nous, donc on fait des expéditions, on se filme quand il nous arrive des couilles, enfin, si tu veux, il y a pas de, il y a pas de, C'est le backstage. ouais, voilà, vraiment. Donc voilà, là pour l'instant, je crois qu'il y a que C'est intéressant aussi, ouais, pour présenter ton travail aux gens, de montrer cette facette-là, en fait, ce qui se passe exactement, vraiment, derrière, finalement. exactement, et donc du coup, Ouais. tu vois, on compte vachement sur les réseaux sociaux pour le faire. Mmh. Donc voilà, donc la dimension sociale du projet, que ce soit prendre en compte les gens qui veulent faire partie du projet en aidant avec du matériel, ou juste ceux qui ne peuvent pas aider avec du matériel, mais en leur montrant justement les différents aspects du projet, que ce soit en photo ou en vidéo. Bah, c'est le but, en fait. Le but, c'est, je vois ça comme un virus. Tu vois, là, en ce moment, le coronavirus est à la mode, donc moi je vois ça comme un virus. Le but, c'est de contaminer le plus de personnes possible à, si tu veux, cette folle idée qui est celle de photographier les derniers jaguars de la péninsule d'Ossa, et à l'importance de les protéger, donc du coup, de manière générale, à l'importance de protéger la nature, puisque malheureusement, les défis auxquels fait face notre planète sont chaque jour plus nombreux, et les espèces qui sont sur le point de disparaître aussi. Donc, si tu veux, le but, c'est vraiment d'arriver à motiver le plus de monde possible à s'intéresser, tu vois, à aimer, et à apporter s'ils peuvent pour la conservation de l'environnement et des jaguars, évidemment. Moi, j'utilise le jaguar D'accord. comme une espèce, un peu comme un icône, si tu veux, de la conservation. C'est une espèce que tout le monde aime les jaguars, tout le monde aime les félins, tout le monde a envie de voir une photo de cet animal-là dans la jungle. C'est sûr que si j'avais fait un projet sur les Mmh. limaces, ça aurait été un peu plus compliqué de atteindre le cœur des gens, si tu C'est veux. vrai que oui, c'est un animal qui peut fasciner, en tout cas, C'est ça, contrairement à une limace. Mmh. exactement. C'est un animal qui est assez sexy, donc qui a tendance à attirer Ouais. les regards et la curiosité, on va dire ça comme ça. Donc du coup, toi, tu sensibilises, sur, Instagram. Tu as aussi créé une chaîne YouTube. Exactement. Qu'est-ce que tu partages dessus? Alors, si tu veux, Instagram, c'est, on va dire, un peu ma daily life, quoi. C'est tout ce que je peux croiser au quotidien. OK, donc un contenu un peu spontané, quoi. Voilà, un contenu spontané, mais très divers. Donc, si tu veux, il y a plein Mmh. des paysages, des animaux, des trucs plus anecdotiques. Il y a aussi du quad. Enfin, il y a vraiment, voilà, tous les aspects de ma vie ici, de ma vie sauvage sont sur Instagram. J'essaie de motiver les gens à s'intéresser à la jungle sous tous ses aspects. Ouais. C'est en anglais, donc je parle beaucoup en anglais. Alors, je fais mes stories, je les fais toutes en français, mais quand j'écris en anglais pour que, du coup, bah, peu importe qui tombe dessus, tout le monde puisse comprendre. J'ai une plus grande communauté internationale que française. Et on a aussi, évidemment, bah, la chaîne YouTube, comme je te le disais avant, qui est toute neuve, toute fraîche, dans laquelle on publie des vidéos normalement une fois toutes les 2 semaines, mais là, ça fait déjà plus d'un mois qu'on n'a pas publié, puisque la vidéo sur laquelle on est en train de travailler est presque prête, mais voilà, elle est assez marrante. C'est une expédition de 40 kilomètres résumée en 10 minutes, donc si tu veux, il a fallu, il a fallu se Ouais, au faire montage. des coupures, ouais. Exactement. Mais alors du coup, c'est quoi concrètement, la thématique, de ta chaîne YouTube? Tout le projet, il est englobé sur les réseaux sociaux sous le nom de Tico's Wild Studio, donc le studio Ouais, sauvage de donc tu Tico. studio sauvage, hein. Exactement. La chaîne YouTube, elle est divisée en plusieurs formats. Donc, le nom de la chaîne, comme je t'ai dit, c'est Tico's Well Studio. Bah, à l'intérieur de Tico's Well Studio, on a plusieurs sous-catégories. Donc, tu vois, on a la catégorie de on va dire, vie au quotidien, etc., qui s'appelle Life of Tico. Mais il y a d'autres catégories. Par exemple, on a une catégorie qui s'appelle la Caméra Trap Series, qui est une catégorie dans laquelle on a publié pour l'instant une vidéo, mais il y en aura bientôt une autre. On a une deuxième qui est sur le Ah point de voir super. le jour, et qui est donc du coup une catégorie dans laquelle on utilise plein de vidéos qu'on a eu en fait grâce aux caméras trap. Pas du tout focus que Jaguar là pour le coup. Par exemple, on répond à des thématiques, des questions qu'on pourrait être amené à se poser. La première, donc celle qu'on a publiée, c'est comment les mammifères marquent-ils leur territoire. Euh, Mmh. la deuxième qui va bientôt voir le jour, c'est pourquoi certains mammifères sont nocturnes. Enfin, si tu veux, c'est vraiment arriver à répondre à des questions comme ça, mais en fait en les illustrant avec des images qu'on a nous-mêmes générées grâce à nos caméras trap. Bah oui, c'est ça qui est Et, génial, bah ouais, ouais. c'est l'avantage, c'est que si tu veux, les caméras trap, c'est que c'est pas que des jaguars, elles ne photographient pas elles ne prennent pas en vidéo que des jaguars, les studios ne photographient pas que des jaguars, donc si tu veux, tout le matériel qui est généré à côté permet donc du coup d'approfondir la thématique tu vois, la conservation, c'est motiver les gens, si on peut les utiliser pour arriver à intéresser des personnes qui auraient pas forcément été intéressées par les jaguars, tu vois, on peut arriver à les intéresser, tu vois, c'est bête, mais si tu veux, quand tu touches des gens qui sont
de base pas des gens qui auraient recherché forcément quelque chose sur les Jaguars, mais qui au final finissent par tomber sur le projet, bah, d'une certaine manière, tu arrives à les sensibiliser aux Jaguars, alors que de base, tu n'aurais pas forcément eu tu vois, un contact avec ces personnes-là. Pareil, sur mon Instagram, je fais le choix de poster des photos de quad, tu vois, je mets beaucoup de stories avec le quad et tout. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, d'une, parce que c'est marrant, je sais que voilà, il y a des gens à qui ça plaît, et de deux, parce que le but, si tu veux, c'est d'arriver à toucher un public qui est pas sensibilisé. Tu vois, le public des Américains qui font du quad, bah, je pense pas que c'est un public qui aurait été de base très intéressé par les Jaguars, mais le fait qu'ils me suivent parce que je mets du contenu de quad fait qu'ils sont obligés du coup de voir aussi le contenu sur les Jaguars et sur le reste des animaux de la jungle. Et donc du coup, je me dis que bah, c'est forcément des gens que j'arrive à sensibiliser qui ne l'auraient pas été si j'avais pas posté 3 photos du quad plein de boue, tu vois. Donc vraiment, l'idée c'est d'arriver à toucher des personnes de tous les univers possibles, imaginables, et surtout de toucher des personnes qui sont issues de milieux en fait qui n'ont pas forcément à voir avec la conservation et la protection de l'environnement. Pour moi, c'est plus intéressant d'arriver à sensibiliser quelqu'un qui en a rien à foutre concrètement de l'importance de protéger les jaguars, plutôt que de quelqu'un qui est déjà sensibilisé à la question, si tu veux. Parce que du coup, bah, en gros, t'as plus de monde qui se mettent à être conscient du fait qu'il faut qu'on se bouge, quoi. Mais du coup, cette envie de sensibiliser, elle t'est venue après, une fois que tu as vraiment été sur le terrain, j'imagine, que tu as rencontré les locaux, les scientifiques, tu t'es rendu compte aussi des enjeux de la biodiversité auxquels on faisait peut-être face aujourd'hui, non? Exactement. En fait, si tu veux, Ouais, sur le terrain, je me suis rendu compte que bah, malheureusement, la situation, elle est bien plus grave que ce qu'on pourrait penser, et pas que pour les jaguars. Je le répète, mais le jaguar, c'est encore une fois oui, bien une sûr. espèce que j'utilise un peu en personnage principal de l'histoire, mais qui est en réalité ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'elle sous le jaguar, en fait, t'en as plein, t'as plein d'espèces Bah, qui ouais. sont sur Mmh. le bord de l'extinction. Et d'ailleurs, espèce parapluie, on utilise ce terme pour certaines espèces comme le jaguar, parce que la protection du jaguar entraîne forcément celle de tout son écosystème, et donc du coup de toutes les autres espèces qui vivent au sein de son écosystème. Donc si tu veux, le terme parapluie, il est là parce que du coup, une espèce parapluie, c'est une espèce qui en protège d'autres. Et en fait, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que les scientifiques, donc du coup avec lesquels je travaille, enfin quand je dis avec lesquels je travaille, c'est je travaille de manière générale avec beaucoup de scientifiques, mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, je ressens qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message. Moi-même qui suis Ouais. en Mmh. plein sur le terrain, des fois j'ai l'impression qu'ils me font chier. C'est con, mais non mais vraiment les gens, je vois parce que dans tout mon entourage, toutes les personnes à qui je parle, donc c'est-à-dire que ce soit des personnes qui soient sensibilisées ou pas, ils me disent tous la même chose, ils me disent tous mais on comprend jamais rien quand les scientifiques y parlent. C'est c'est Ouais. c'est très compliqué d'arriver à être réellement touché par les scientifiques. Ils sont pas très bons en communication de manière générale. Bah, non, bah, Et non. ce qui est logique, puisque bon, après, c'est évidemment, il y a plein d'exceptions, il y a plein de scientifiques qui le font très bien, mais ce que je veux dire, c'est De que de manière manière générale, générale, oui, non, mais on est d'accord. Mmh. c'est vrai que c'est assez compliqué d'arriver à comprendre les messages qu'ils essayent de faire passer. Donc voilà, moi, si tu veux, j'essaie de vulgariser l'information vraiment de C'est manière ça, en fait, tu la vulgarises sur Instagram et sur ça, YouTube, finalement. le rendre Ouais, accessible à tout le monde, si tu veux, avec des petits c'est posts génial. et voilà, Ouais. qui essaient Mmh. d'expliquer telle ou telle chose, mais vraiment de rendre Mmh. le truc accessible à tous, quoi. Parce que franchement, ouais, c'est trop dommage de se dire qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, mais qui le sont pas juste parce qu'ils n'ont pas la façon de se connecter, si tu veux. Donc voilà, j'essaie d'être cette façon de se connecter à cette réalité qui est la disparition d'espèces en voie d'extinction. Et donc du coup, ce voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté, sur le plan personnel, tu vois? Qu'est-ce que ça a nourri chez toi finalement, bah, de tout plaquer comme ça pour ta passion, bah, pour la photographie et pour le jaguar? Bah écoute, j'ai envie de te dire que premièrement, je me sens complètement libre. Ouais. Ça m'a apporté une sensation de liberté qui est juste, enfin, alors là pour le coup, le mot liberté, quand tu as des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'hectares vierges à explorer, c'est plutôt un mot qui correspond bien. Ça a apporté donc du coup un grand sentiment, une grande sensation de liberté dans ma vie de manière générale. Ça m'a permis de me rendre compte de tout un tas de choses. Ça m'a permis de me sentir utile. Tu vois, ça me permet de me sentir utile dans le sens où j'ai l'impression tu vois, quand j'étais à Paris, j'avais un sentiment de culpabilité parce que j'étais conscient de ce qui se passait, mais j'étais aussi conscient du fait qu'en étant à Paris, bah, je faisais rien. Tu faisais pas Ouais, tu pouvais pas agir, ouais. Et il y avait une Mmh. grosse frustration à ce niveau-là. Alors qu'ici, j'ai l'impression justement de pouvoir arriver à faire partie de la solution et non pas du problème, même si on fait tous d'une manière partie de la solution et tous aussi du problème. Tu vois, l'idée, c'est d'arriver à faire quand même plus partie de la solution que du problème.
Donc ouais, le fait de voyager, si tu veux, c'est vraiment voilà, se déconnecter avec ce qu'on connaît, sortir de sa zone de confort, surtout pour se retrouver dans la jungle, tu vois, Bah, c'est ça. à clairement en chier et tout. J'ai envie de te dire, ça a posé de nouvelles bases dans ma vie que j'aurais jamais eu autrement. Bah, c'est quelque chose de grisant aussi, Ah, clairement, clairement. bah, ouais. Ah, tu vois, j'ai aussi, C'est ça aussi qui te plaît maintenant. ah bah, c'est clair, c'est clair. Non, et puis Mmh. ça m'a donné une soif insatiable de voyage, en fait. Donc, du coup, le truc, c'est qu'ici, vu que j'ai choisi de développer ce projet, j'ai pas ni le temps ni les moyens de trop voyager ailleurs. Mais par contre, l'avantage, c'est que je voyage, entre guillemets, je fais des mini-voyages en permanence puisque j'explore des nouvelles régions, des nouvelles zones, des nouveaux secteurs, tu vois, en permanence. À chaque fois, je partais en voyage pour chaque nouvelle expédition. J'aimerais beaucoup voyager plus dans d'autres pays, dans d'autres écosystèmes. Pas tout de suite. Je rêve Pour d'aller en l'instant, Bolivie. Exactement, pas pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il y a encore moins avec le ouais. coronavirus, mais j'espère que d'ici 1 ou 2 ans, je vais commencer à pouvoir bouger un peu plus. Alors, j'ai fait quand même pas mal de petits voyages. Je connais un peu le Panama, je connais le Nicaragua, le Mexique, si tu veux, j'ai, voilà. Mmh. Mais, Ouais, tu as fait aux alentours, exactement aux alentours, mais ce que j'aimerais tu aller un peu pouvais plus faire, loin. ouais. Mais bien Exactement. sûr. Super. Le Costa Rica, c'est un pays aussi où, qui est tout petit en termes de superficie, c'est minuscule, mais c'est un pays dans lequel bah, tu fais 1 heure de voiture et les paysages changent, le contexte change complètement. Donc, si tu as l'impression de changer de pays très facilement en restant à l'intérieur du Costa Rica. C'est un pays dans lequel, en fait, tu as l'impression que tu voyages tout le temps à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, tu as fait juste 3 heures de voiture. C'est aussi ça qui permet de compenser le fait de pas voyager très loin non plus. C'est que j'ai cette Mmh. chance d'être bah, justement dans un endroit sur Terre où bah, tu bouges un petit peu et tu es complètement dépaysé. Génial ça. Je considère que le Costa Rica est mon camp de base. Donc, je me vois D'accord, pas ouais. habiter à un endroit fixe de manière générale. Donc, pareil, tu vois, je me vois pas habiter au Costa Rica. Trop d'énergie pour me dire que je vais rester à un endroit. Mais voilà, je pense que j'ai la bougeotte et que je bougerai forcément partout sur Terre. Mais je pense que voilà, le Costa Rica sera mon camp de base, quoi qu'il Mmh. arrive. Et réhabiter en France, tu t'y vois pas trop? Pas du tout. Ouais, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, 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 non. La France, c'est un très haut pays. Il y a beaucoup d'aspects que j'aime énormément en France. Mais habiter en France, non. Non, non. Je faire des Mmh. passages, évidemment. Développer certaines choses en France, carrément. Mais par contre, y vivre, non. Non, non, non. Mmh. Tu m'étonnes, quand tu as goûté aux grands espaces comme Ah ça ouais, doit être c'est compliqué. difficile de retourner te ouais. Surtout qu'en plus, je suis originaire de Paris, quoi. Donc, Beh oui, en plus, ce que tu bon, disais au début. pour moi, la France, dans ma tête, c'est très lié à Paris. Et donc, du coup, je me dis, Paris, Mmh. voilà, c'est compliqué. Alors ouais, si tu me mettais au milieu des Alpes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, bah, encore une fois, vivre au milieu des Alpes, j'imagine que c'est génial, mais je crois que je ne pourrais pas. Parce qu'il y a un truc aussi, il y a humainement parlant, sur le Costa Rica, c'est un pays où les gens sont hyper chaleureux, ils sont hyper gentils. Tu peux faire plein de choses, tu peux, enfin, si tu veux, c'est, en France, tu vois, on a un peu ce côté où on aime bien se plaindre, où tu vois, c'est un peu, alors, évidemment, encore une fois, genre, il y a pas, tout n'est pas noir ou blanc, tu veux, mais Mmh mh. c'est vrai que là, j'ai fait 4 passages en France, cette année, enfin, du coup, entre 2019 et 2020. Et ouais, enfin, tu ressens clairement une différence entre le moment où tu montes dans l'avion et le moment où tu descends. Enfin, c'est des écosystèmes différents, on va dire ça comme ça. Ouais, Voilà, moi je reste dans la jungle. d'accord. Bah, écoute, je vais te proposer de conclure cet épisode. Bah, super. Peut-être, par exemple, pour encourager des personnes qui aimeraient, suivre un rêve qu'elles ont dans un coin de leur tête depuis des années, mais qui n'osent pas franchir, le cap, par exemple. Que, bah, en rêve d'enfant, c'est une très bonne façon de conclure, puisqu'en fait, si tu veux, ça a toujours été mon rêve d'aller en plein milieu de la jungle. Je savais pas vraiment pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit, mais j'ai toujours C'est rêvé ça de qui est ça. fou, hein, ouais. Et je Mmh. me suis promis que je le ferais. Et voilà, je l'ai fait. Alors que c'était pas gagné du tout. Donc en fait, vraiment, le mot de la fin, c'est faut jamais abandonner ses rêves. Je supporte pas l'idée de me dire qu'il y a eu un moment de ma vie où j'étais plein d'illusions, où je rêvais de faire quelque chose, et où la soi-disant sagesse et la raison ont fait qu'avec l'âge, je décide de pas le faire. C'est pas possible. Donc faut vraiment le faire, faut foncer, même si c'est loin, même si c'est compliqué, même si ça peut faire peur. Faut pas hésiter, faut y aller. Tout est possible. Le mot de la fin, cherchez le jaguar, il vous emmènera vers la liberté. Bah, Voilà. écoute, merci beaucoup Tico pour, le petit mot de la fin et merci beaucoup pour, le temps que tu as bien voulu m'accorder pour, nous raconter ta passion.
Bah, merci à toi. Cette passion qui t'anime, hein, et on le sent même, juste en t'écoutant, quoi. Donc et c'est vraiment super. Bah, écoute, super content que ça t'ait plu. Vraiment super content. Et ouais, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à motiver le plus de monde possible à s'intéresser à une problématique de laquelle on ne peut pas échapper, puisqu'on vit sur une planète dans laquelle Mmh, malheureusement, les ressources ne sont pas illimitées. Donc voilà, c'est ça. si ça peut motiver des personnes qui nous écoutent à prendre conscience de l'importance de faire quelque chose pour la planète, ce sera forcément qu'on a réussi à faire un podcast intéressant. Et ben, je te remercie. À bientôt. Merci à toi, ciao. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.